Un agent de sécurité arrogant a pointé une arme sur ma femme en plein centre commercial, sans imaginer que j'étais un colonel avec 25 ans de police. Le moment d'humiliation n'a duré que 5 minutes, mais a déclenché 1 an de conséquences inattendues. D'un simple abus de pouvoir, nous avons découvert un système systématique d'intimidation qui affectait des dizaines d'innocents. Une histoire de justice, de transformation et de but. Préparez-vous pour un voyage émouvant qui changera votre vision de l'autorité. Laissez un like et commentez votre ville. Vous n'allez pas croire ce qui m'est arrivé, vraiment. Il y a des moments où la vie ressemble à une comédie mal écrite, et moi? Eh bien, je suis la protagoniste qui n'a pas demandé ce rôle. J'étais là, avec mes cheveux gris que je porte fièrement depuis des années, dans la file d'attente de la banque un jeudi qui semblait normal. Semblait, voilà le point. Parce que normal, ce n'est définitivement pas ce qu'a été ce jour-là. Vous savez cette sensation que quelque chose va mal tourner? Je n'ai jamais eu ça. J'ai toujours été de ces optimistes agaçantes, vous savez? De celles qui se réveillent en pensant que la journée sera merveilleuse, même quand il pleut des cordes. 55 ans à croire que les choses finissent toujours par s'arranger. Ah, comme je me trompais. La file d'attente à la banque était plus lente qu'un escargot. 15 personnes devant moi, seulement 2 guichets ouverts et une climatisation qui semblait réglée sur l'Arctique. Une situation classique pour mettre la patience de n'importe qui à l'épreuve. J'étais là pour régler une simple retraite. Ma retraite, soit dit en passant, après 35 ans dédiés à l'enseignement. 35 ans à enseigner. À des adolescents ingrats que les mathématiques n'avaient pas été inventées juste pour les torturer. 35 ans à corriger des copies jusqu'au petit matin. 35 ans à supporter des parents qui pensaient que leurs enfants étaient la 8e merveille du monde et que, s'ils avaient une mauvaise note, la faute ne pouvait être que la mienne. Et maintenant, enfin, la liberté m'attendait. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Quand mon tour est enfin arrivé, après ce qui a semblé une éternité remplie de gens se plaignant à voix haute et d'enfants courant comme s'ils étaient sur une piste d'athlétisme, j'ai été servi par un jeune homme qui a à peine levé les yeux de son ordinateur. « Non » a-t-il demandé avec autant d'enthousiasme qu'une porte. J'ai répondu, bien sûr. J'ai répondu avec ce sourire que j'ai appris à garder même face aux élèves les plus difficiles. « Document » a-t-il poursuivi, toujours sans me regarder. J'ai tendu ma carte d'identité, mon livret de travail et tous les papiers qui prouvaient que moi, Marie Dubois, avais purgé ma peine dans le système éducatif et méritais, enfin, de profiter de la retraite tant rêvée. C'est là que le spectacle d'horreur a commencé. « Madame, votre dossier n'a pas été approuvé. » 5 mots. 5 simples mots qui ont fait que mon monde s'est écroulé plus vite qu'un château de cartes. « Comment ça, pas approuvé ?» ai-je demandé, essayant toujours de garder mon sourire, même si je sentais qu'il commençait à se figer sur mon visage. « Le système n'a pas reconnu vos 5 dernières années de cotisation. Vous devez faire un recours. » Et il a dit ça comme s'il commentait qu'il allait pleuvoir plus tard, comme s'il ne parlait pas des 5 années de ma vie qui avaient apparemment disparu du système. Respire, Marie Dubois. Respire et rappelle-toi qu'agresser un fonctionnaire est un crime. Mais j'ai les justificatifs ici, tous, organisés par moi même. J'ai ouvert mon dossier, ce dossier bleu que je porte comme si c'était une 3e main depuis des mois. Et j'ai montré les documents parfaitement organisés, avec des étiquettes colorées et tout. Il n'a même pas regardé. Madame, le problème n'est pas les justificatifs physiques. Le système n'a pas reconnu. Vous devez faire un recours. Et il a continué à taper quelque chose qui, apparemment, était bien plus important que ma vie qui s'écroulait là, devant lui. C'est là que quelque chose en moi a simplement cassé. Cette Marie Dubois patiente, qui souriait même quand elle voulait crier, qui a toujours suivi les règles, qui n'a jamais, jamais élevé la voix en public. Elle est simplement partie en vacances. À sa place est apparue une femme que je ne connaissais pas. Une qui a frappé la table assez fort pour faire que le jeune homme me regarde enfin dans les yeux. Écoutez-moi bien, jeune homme, je n'ai pas passé 35 ans de ma vie à supporter des adolescents mal élevés pour être maintenant traité comme une idiote, par quelqu'un qui ne savait probablement même pas multiplier quand je formais déjà des générations. J'ai tous les justificatifs ici, j'ai suivi toutes les règles. J'ai rempli tous les formulaires, même ceux qui demandaient la même chose de 5 manières différentes. Et maintenant, vous me dites que le système n'a pas reconnu. La file derrière moi est devenue silencieuse. De ces silences gênants, vous savez, où l'on peut même entendre le bourdonnement des néons. Le jeune homme a cligné des yeux plusieurs fois
clairement pas habitué à voir une dame aux cheveux gris élever la voix de cette manière. « Madame, je comprends votre frustration, mais... Non, vous ne comprenez pas. Vous n'avez pas la moindre idée de ce que c'est de travailler pendant plus de 3 décennies, rêvant du jour où vous pourrez enfin vous reposer, juste pour entendre que le système n'a pas reconnu. Le système n'est pas une entité mystique. C'est quelqu'un qui a mal tapé quelque chose. C'est quelqu'un qui n'a pas fait son travail correctement. » À ce moment-là, j'ai réalisé que j'avais attiré un public. Les gens dans la file ne se plaignaient plus de l'attente. Ils regardaient le spectacle mené par une professeure retraitée d'1,60 m. Certains avaient même sorti leur téléphone pour filmer. Super. Maintenant, je serai le prochain buzz sur Internet. Dame aux cheveux gris pète les plombs à la banque. Quelle fierté pour mes anciens élèves. Un agent de sécurité s'est approché, de ces grands costauds qui ressemblent plus à des armoires qu'à des personnes. « Un problème ici ?» a-t-il demandé, me regardant directement, comme si c'était moi la menace. Moi, avec mes 60 kilos et mon sac plein de justificatifs. « Le problème ?» ai-je répondu, sentant déjà que j'étais allé trop loin pour reculer, c'est qu'apparemment mes 5 années de cotisation ont disparu dans les terres et personne ici ne semble trouver cela absurde à part moi. L'agent de sécurité a échangé un regard avec le guichetier, de ces regards que les hommes échangent quand ils pensent avoir affaire à une femme hystérique, et a alors dit d'une voix qu'il pensait probablement rassurante « Madame, pourquoi ne viendriez-vous pas avec moi à la direction pour régler ça calmement ?» Calmement. Calmement. J'étais calme pendant les 35 dernières années. Calme pendant que je voyais le système éducatif s'effondrer. Calme pendant que je recevais des salaires qui suffisaient à peine pour le minimum. Calme pendant que les politiciens promettaient de valoriser l'éducation et ne tenaient jamais leurs promesses. Et maintenant, quand est enfin arrivé le moment de récolter le fruit de tant de travail, je devrais rester calme, mais j'ai suivi l'homme armoire jusqu'à la direction, non sans lancer un dernier regard au guichetier qui restait impassible. La directrice était une femme d'âge moyen, avec un sourire aussi répété que celui d'un présentateur de jeux télévisés. Elle m'a invité à m'asseoir avec une fausse cordialité qui n'a fait qu'empirer mon humeur. « Madame Dubois, je comprends tout à fait votre frustration. Je parie que vous comprenez. Je parie que vous avez aussi eu 5 ans de votre vie professionnelle simplement effacés par une erreur du système. Mais il faut que vous compreniez qu'ici, à l'agence, nous suivons simplement les protocoles déterminés par le siège social. Si le système n'a pas reconnu vos cotisations, nous devons suivre la procédure standard qui est le recours administratif. » J'ai respiré profondément. Si profondément que j'ai cru que j'allais aspirer tout l'oxygène de la pièce minuscule et mal décorée. « Et combien de temps prend ce recours administratif ?» Son sourire a légèrement vacillé. Mauvais signe. « En moyenne de 3 à 6 mois pour l'analyse initiale. 6 mois. » Je sentais ma tension monter plus vite qu'une fusée. « Et si l'analyse initiale est négative? Alors vous pouvez faire un recours secondaire qui prendra encore. » Elle a consulté quelque chose sur l'ordinateur, 4 à 8 mois. À ce moment-là, j'ai ri. Mais ce n'était pas un rire de joie. C'était ce rire qui sort quand la situation est si absurde que votre cerveau ne sait plus comment réagir. Alors, laissez-moi voir si j'ai bien compris. J'ai travaillé 35 ans. J'ai tous les justificatifs, tous les documents. J'ai suivi toutes les règles. Et maintenant, à cause d'une erreur que je n'ai pas commise, je peux avoir à attendre jusqu'à 14 mois pour recevoir ce qui m'est dû de droit. La directrice a gardé son sourire, mais ses yeux transmettaient ce message universel de « S'il vous plaît, ne faites pas de scandale dans mon agence ». Malheureusement, Madame Dubois, c'est la procédure. C'est là que j'ai décidé que « procédure » était mon nouveau mot le moins préféré dans le dictionnaire, surpassant facilement « interro surprise » et « réunion de parents ». Ça aussi, je n'accepte pas cette « procédure ». La directrice a cligné des yeux, confuse. Elle n'était clairement pas habituée à des dames aux cheveux gris qui n'acceptaient pas la bureaucratie comme une force de la nature, immuable et inévitable. Comment ça ne pas accepter? Exactement ce que j'ai dit. Et si je refuse d'attendre 14 mois pour quelque chose qui m'est dû de droit? Et si je décide que c'est inacceptable et que je vais me battre contre? Elle a su ce sourire condescendant qui m'a donné envie de jeter le pot à crayon contre le mur. Madame Dubois, je comprends votre frustration, mais il n'y a pas grand-chose à faire à part suivre la procédure. Je me suis levé lentement. J'ai rassemblé mes documents et j'ai fixé la directrice pendant quelques secondes avant de dire « Nous verrons ».
Et c'est ainsi qu'a commencé ma guerre. Une guerre que je n'aurais jamais imaginé mener à 65 ans, quand je devrais être en voyage à la plage ou apprendre à faire du crochet. Bien que, soyons honnêtes, je n'ai jamais eu la patience pour le crochet. D'abord, j'ai fait ce que n'importe quelle personne sensée ferait. J'ai essayé de résoudre le problème par les canaux officiels. J'ai appelé le numéro vert de la sécurité sociale. 1 fois, 2 fois, 50 fois. La plupart du temps, je suis resté à écouter cette petite musique irritante pendant des heures, seulement pour que l'appel finisse par couper. Quand j'ai enfin réussi à parler à un agent, la réponse a été la même. Il faut faire un recours administratif, madame. J'ai essayé le site web. Oh, le site web. Un chef-d'œuvre de la confusion numérique. Des boutons qui ne fonctionnent. Pas des formulaires qui disparaissent juste au moment de les envoyer. Et un langage si obscur qu'il semblait avoir été écrit pour des extraterrestres, pas pour des citoyens ordinaires. Après 2 semaines à essayer les canaux officiels, j'ai réalisé que je perdais mon temps. La bureaucratie n'était pas juste inefficace, elle était délibérément labyrinthique pour décourager les gens comme moi. Des gens qui n'ont pas 14 mois à attendre. Des gens qui ont travaillé toute leur vie en suivant les règles, juste pour découvrir que les règles n'étaient pas faites pour les protéger. C'est là que j'ai décidé de changer de tactique. Si le système ne fonctionnait pas pour moi, je devrais le faire fonctionner. Et pour cela, j'aurais besoin d'alliés. Ma première étape fut le syndicat des enseignants. J'imaginais y trouver de la solidarité, du soutien, peut-être même une aide juridique. Ce que j'ai trouvé, c'est encore plus de bureaucratie. Remplissez ce formulaire, attendez d'être appelé. Peut-être pourrons-nous fixer un rendez-vous dans quelques semaines. Quelques semaines? J'étais déjà bouillante. D'impatiente après 2, c'est dans la salle d'attente du syndicat, en attendant que mon numéro soit appelé 123, j'étais la 87, que j'ai rencontré Sylvie. Des cheveux encore plus gris que les miens, des lunettes à monture rouge et une expression qui mêlait fatigue et détermination. Elle feuilletait un magazine de 2018, probablement le plus récent disponible dans cette salle mal éclairée. « Vous aussi, vous essayez de régler votre retraite ?» ai-je demandé, plus pour passer le temps que par réel intérêt. Elle a levé les yeux de son magazine et m'a évalué pendant quelques secondes avant de répondre. « Non, j'ai déjà abandonné cette bataille il y a 2 ans. Maintenant, je suis ici par pure obstination. » Quelque chose dans cette réponse a allumé une lumière en moi. Comment ça, abandonner? Sylvie a fermé son magazine et s'est redressée dans sa chaise pour me raconter son histoire. Et quelle histoire? Elle avait travaillé pendant 40 ans. 40, comme professeur de géographie. Quand est arrivé le moment de prendre sa retraite, elle a découvert qu'il y avait une incohérence dans les registres. Selon le système, elle avait travaillé dans 2 écoles simultanément pendant 3 ans. Quelque chose de physiquement impossible, étant donné que les écoles se trouvaient dans des villes différentes. « Mais j'ai tous les justificatifs », a-t-elle dit d'un ton qui m'a semblé douloureusement familier. « J'ai même des déclarations des directeurs, mais le système dit que c'est impossible. Alors ça doit l'être, n'est-ce pas ?» Le sarcasme dans sa voix était si aigu qu'il aurait pu couper du papier. « Et qu'est-ce que vous faites ici si vous avez abandonné ?» ai-je demandé, sincèrement curieuse. Sylvie a souri, mais ce n'était pas un sourire heureux, c'était un sourire de qui connaît des vérités dérangeantes. J'aide d'autres professeurs à ne pas tomber dans le même piège que moi. J'ai monté un groupe de soutien. Nous nous réunissons tous les mercredis sur la place centrale. Un groupe de soutien pour les professeurs ayant des problèmes de retraite, cela semblait à la fois triste et réconfortant. Combien êtes-vous? Nous avons commencé à 5, maintenant nous sommes 28. J'ai dégluti. 28 femmes, toutes confrontées au même problème. Ce n'était pas une coïncidence. C'était un schéma. Et vous obtenez des résultats. Le sourire de Sylvie s'est transformé en quelque chose de plus sincère. Seuls, nous ne sommes que des dames frustrées. Ensemble, nous sommes un cauchemar pour la bureaucratie. À ce moment-là, j'étais sûr que mon numéro ne serait pas appelé ce jour-là. Au lieu de continuer à attendre, j'ai demandé à Sylvie plus d'informations sur son groupe. Elle m'a donné une carte, étonnamment bien faite, RFCLB, retraité contre la bureaucratie. Au verso, une adresse e-mail et le lieu de la prochaine réunion. Je suis sorti du syndicat, ressentant quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des semaines. De l'espoir. Pas cet espoir naïf de qui croit que tout va bien se passer, juste parce que c'est comme ça, mais l'espoir calculé de qui entrevoit un chemin de lutte. La première réunion de la RFCLB fut une révélation. Ce n'était pas juste un groupe de soutien.
C'était une force opérationnelle. Chacune des femmes avait une compétence spécifique. Sylvie, la leader informelle, était experte en navigation bureaucratique. Françoise, ancienne professeure d'informatique, comprenait les systèmes en ligne mieux que beaucoup de jeunes. Christine, qui avait donné des cours de droit avant de devenir professeure au collège, connaissait toutes les failles légales. Il y en avait d'autres. Nicole, qui portait toujours un carnet et notait tout avec une calligraphie impeccable. Monique, qui avait le don de faire culpabiliser même le bureaucrate le plus insensible d'un simple regard. Isabelle, dont le fils était journaliste et publiait occasionnellement des articles sur des cas particulièrement absurdes. C'étaient des femmes ordinaires qui, ensemble, formaient une armée improbable contre la machine bureaucratique. Et maintenant, j'en faisais partie. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai appris plus sur les droits de sécurité sociale que pendant toute ma vie. J'ai appris à naviguer sur les sites web gouvernementaux, à identifier les bonnes personnes à mettre sous pression, à rédiger des lettres qui semblaient suffisamment légales pour être prises au sérieux. Pendant ce temps, je continuais mon propre dossier. J'ai fait le recours administratif comme recommandé, mais je n'ai pas juste attendu. Suivant les conseils de Christine, j'ai aussi cherché l'aide juridique. La file était kilométrique, bien sûr, mais au moins j'agissais sur deux fronts. Françoise m'a aidé à découvrir que mon problème n'était pas unique. Il y avait des dizaines d'enseignants, la plupart des femmes, confrontées exactement au même problème. Des années de cotisation qui disparaissaient, purement et simplement du système au moment de la retraite. C'est presque comme si c'était intentionnel, a commenté Françoise en me montrant les schémas qu'elle avait identifiés. Ça arrive principalement aux enseignants qui ont travaillé dans plus d'une école ou ville au cours de leur carrière, comme moi qui avais enseigné dans 3 villes différentes pendant mes 35 ans d'enseignement. La révélation m'a rendu encore plus indigné. Ce n'était pas juste une erreur aléatoire du système. Cela semblait être une défaillance systématique qui affectait un groupe spécifique de professionnels. Après 2 mois de lutte, j'ai eu ma première victoire. Petite, mais significative. J'ai réussi à force d'insistance et de quelques menaces voilées d'exposition dans les médias, merci Isabelle, à obtenir une audience avec le directeur régional de la sécurité sociale. Son bureau était exactement comme je l'imaginais. Impersonnel, froid, avec ses plantes artificielles qui accumulent la poussière et des photos encadrées de poignées de main avec des politiciens. L'homme derrière le bureau, Dr Robert, comme il tenait à être appelé, avait cette expression permanente de quelqu'un qui préférerait être n'importe où ailleurs. « Madame Dubois », a-t-il commencé sans se lever pour me saluer, « j'ai analysé préliminairement votre dossier. » Préliminairement. Un mot de plus sur ma liste noire. Et je suis arrivé à la conclusion que, effectivement, il existe une incohérence dans le système. Incohérence, ajoutée à la liste. Cependant, a-t-il poursuivi, et je savais déjà qu'une bombe arrivait. La procédure standard pour ces cas reste le recours administratif, que vous avez déjà initié. J'ai respiré profondément, compté jusqu'à 10 mentalement, une technique que j'avais apprise de Monique pour ne pas sauter à la gorge des bureaucrates, et j'ai répondu avec un calme que je ne ressentais pas. Docteur Robert, nous sommes face à une erreur du système qui n'affecte pas seulement moi, mais des dizaines d'enseignants. Des enseignants qui ont consacré leur vie à l'éducation de ce pays. J'espère sincèrement que procédure standard ne sera pas votre réponse. Finale. Il a semblé légèrement surpris par ma réponse. Il était clairement habitué à des gens qui acceptaient la bureaucratie sans poser de questions. Et quelle réponse attendriez-vous alors? Ah, celle-là était bonne. Il me demandait vraiment ce que moi j'attendais de lui. Comme si j'étais responsable de résoudre le problème qu'il avait à créer. J'attendrai au minimum une solution temporaire pendant que le recours est traité. Après tout, ce sont des mois, potentiellement plus d'1 an, sans recevoir ce qui m'est dû de droit. Des mois pendant lesquels les factures continueront d'arriver, où je devrai manger, où la vie ne s'arrête pas juste parce que le système a eu une incohérence. Dr Robert a remué quelques papiers sur la table, visiblement mal à l'aise. Malheureusement, il n'y a pas de provision pour les paiements temporaires dans des cas comme celui-ci. J'ai souri, non pas parce que j'étais heureuse, mais parce que j'étais venue préparée à cette réponse. Il est intéressant que vous mentionniez cela, car selon le règlement 128 de 2022, article 47, paragraphe 3, en cas d'erreur administrative évidente dans l'analyse des données de cotisation,
Un paiement provisoire peut être autorisé jusqu'à la résolution définitive du dossier. » Ses yeux se sont légèrement écarquillés. Il ne s'attendait clairement pas à ce qu'une dame aux cheveux gris cite des règlements par cœur. « Eh bien oui, techniquement cette provision existe, mais... Et considérant que vous venez vous-même d'admettre qu'il existe une incohérence dans le système et que je possède tous les justificatifs physiques de mes cotisations, il me semble que nous sommes, sans équivoque, face à une erreur administrative évidente, n'est-ce pas ?» Dr Robert a ajusté sa cravate comme si elle était soudainement trop serrée. « Madame Dubois, je vois que vous êtes venue bien préparée pour cette réunion. 35 ans à enseigner aux adolescents à se préparer à la vie, docteur. Ce serait ironique si je ne suivais pas moi-même ce conseil. » Il a pincé les lèvres, clairement mal à l'aise avec la tournure de la conversation. « Je vais analyser votre dossier avec plus d'attention. Je vous en remercie. Et pendant que vous analysez, j'aimerais laisser à votre secrétaire ces articles qui sortiront la semaine prochaine. J'ai tendu une enveloppe qui contenait en réalité seulement des brouillons de possibles articles que le fils d'Isabelle pourrait écrire. Un bluff, je l'admets, mais un bluff calculé. » Articles ? Son malaise a visiblement augmenté. Oui, sur un schéma curieux d'incohérence qui affecte spécifiquement les professeurs en âge de prendre leur retraite. Curieux, n'est-ce pas? Je suis sorti de cette réunion sans solution définitive, mais avec la certitude d'avoir planté une graine d'inquiétude. Et l'inquiétude, comme me l'a bien appris Sylvie, est souvent le premier pas vers l'action dans le monde bureaucratique. Lors de la réunion suivante de la RFCLB, j'ai partagé mon expérience. L'approbation dans le regard de Sylvie valait chaque minute de préparation. « Vous avez appris vite » a-t-elle commenté. « Il m'a fallu 6 mois pour arriver à citer des règlements. » J'ai souri, sincèrement fier. J'ai eu de bonnes professeurs. C'est Françoise qui a apporté la grande révélation la semaine suivante. Après avoir analysé plus de cas similaires aux miens, elle a identifié un schéma encore plus spécifique. Ce ne sont pas seulement les professeurs qui ont travaillé dans des lieux différents, a-t-elle expliqué, montrant un tableau impressionnant de détails. Ce sont les professeurs qui ont travaillé dans des écoles qui ont été municipalisées ou étatisées au cours de leur carrière, comme ma deuxième école, qui était d'État quand j'y ai commencé à travailler, et a été municipalisée 5 ans plus tard. Exactement les 5 années qui ont disparu du système. Le système a été mis à jour après ces transitions, a poursuivi Françoise. Mais apparemment, les données de cotisation antérieures au changement n'ont pas été correctement migrées. Alors ce n'est pas de l'incompétence, a conclu Sylvie. C'est de la négligence structurelle. Ces mots ont résonné dans la salle. Négligence structurelle. C'était exactement ce à quoi nous étions confrontés. Ce n'était pas juste une erreur isolée. C'était une défaillance systémique que quelqu'un, à un moment donné, a décidé qu'il ne valait pas la peine de corriger. Armés de cette information, nous avons décidé de changer de tactique. Il ne suffisait plus de se battre cas par cas. Nous devions exposer le problème dans sa totalité. Isabelle a finalement convaincu son fils d'écrire non pas une simple note, mais un reportage complet. Françoise a compilé toutes les données que nous avions, créant une analyse statistique impressionnante qui montrait, sans l'ombre d'un doute, le schéma des défaillances. Nicole, avec sa calligraphie impeccable, a rédigé des lettres à tous les députés régionaux. Monique a organisé une manifestation. Oui, une manifestation de dames aux cheveux gris devant le bureau régional de la sécurité sociale. Et moi, je suis devenu le visage de la campagne. La professeure dévouée qui, après 35 ans de service, était obligée de se battre pour ce qui lui était déjà dû de droit. J'ai donné des interviews, parlé à des radios locales, participé à des débats. Ce fut étrange. Moi qui avais toujours été réservé, qui préférais l'anonymat de la salle de classe, j'étais maintenant exposé, public, visible. Mais chaque fois que j'hésitais, je me souvenais des 27 autres femmes qui dépendaient de cette lutte autant que moi. La pression a commencé à faire effet après 3 mois de campagne intensive. D'abord, j'ai reçu un appel du bureau du docteur Robert, m'invitant à une nouvelle réunion. Cette fois, je n'y suis pas allé seul. J'ai emmené Sylvie et Christine avec moi. Le visage du docteur Robert était complètement différent. Le malaise avait fait place à quelque chose qui ressemblait presque à du respect. Il s'est levé quand nous sommes entrés, un geste qu'il n'avait pas fait la première fois, et nous a invités à nous asseoir avec une cordialité qui semblait sincère. « Madame Dubois, j'ai analysé votre dossier avec plus d'attention, comme je l'avais promis.
J'ai hoché la tête, gardant mon expression neutre. Des années à gérer des parents qui pensaient que leurs enfants n'avaient jamais tort m'avaient donné cette compétence. Et j'ai découvert que, effectivement, il y a eu une erreur systémique dans la migration des données après la municipalisation de l'école où vous avez travaillé. Encore cette envie de dire « je vous l'avais bien dit », mais je me suis retenu. Considérant cela et soutenu par le règlement que vous connaissez si bien, il a lancé un regard qui mêlait irritation et admiration, j'ai autorisé le paiement provisoire de vos prestations pendant que le dossier est résolu définitivement. Victoire! J'ai voulu crier, sauter, peut-être même serrer Sylvie et Christine dans mes bras. Mais encore une fois, je me suis retenu. Cela ne concernait pas seulement moi. Et qu'en est-il des 27 autres professeurs dans les IMAT7? Même condition? Certaines attendent depuis des années? Son expression s'est un peu durcie. Madame Dubois, je traite spécifiquement votre cas maintenant. Sylvie est intervenue, sa voix calme mais ferme. Docteur Robert, vous avez vous-même reconnu qu'il s'agit d'une erreur systémique. La logique élémentaire dirait que, si cela affecte une professeure dans cette condition, cela affecte toutes les autres dans la même situation. Malheureusement, chaque dossier doit être analysé individuellement. Ce fut au tour de Christine de parler. Article 50 de la loi sur la procédure administrative, docteur. L'administration doit adopter des formes simples et suffisantes pour assurer un degré adéquat de certitude, de sécurité et de respect des droits des administrés. Analyser individuellement 28 cas identiques serait l'opposé de formes simples et suffisantes. Vous ne croyez pas? Le silence qui a suivi était presque palpable. Docteur Robert regardait de l'une à l'autre, clairement surpris par le niveau de préparation juridique de 3 dames, qu'il s'attendait probablement à expédier facilement. Finalement, il poussa un soupir résigné. « Je vais transmettre une recommandation pour une révision de masse des cas similaires. » Ce n'était pas une victoire complète, mais c'était un début prometteur. La nouvelle s'est rapidement répandue parmi les autres membres de la RFCLB. Le paiement provisoire a commencé à être autorisé pour plus de dossiers, bien que pas encore pour tous. Le processus était lent, mais au moins il y avait du mouvement. Le reportage écrit par le fils d'Isabelle a gagné en traction nationale. D'autres villes ont commencé à signaler des problèmes similaires. Ce qui avait commencé comme une lutte de 28 professeurs dans une ville moyenne de province s'est transformé en un mouvement qui englobait des centaines d'éducateurs à travers le pays. 6 mois après ma visite initiale à la banque, là où tout a commencé, j'ai reçu un appel qui allait tout changer. C'était de Paris, du bureau d'une députée nationale qui avait lu notre dossier. Madame Dubois, ici l'assistante de la députée Sophie Martin. La députée souhaiterait vous inviter à une audience publique sur les défaillances systémiques de la sécurité sociale des enseignants. Serait-il possible pour vous de venir à Paris la semaine prochaine? Paris? Moi? À Paris? Parlant. À une audience publique. L'idée était à la fois terrifiante et enthousiasmante. Pas seulement moi, ai-je répondu sans hésiter. Nous sommes 28 femmes à nous battre, ensemble. Je crois qu'il serait important que certaines d'entre nous soient présentes. Il y a eu une pause de l'autre côté de la ligne. Je comprends. Laissez-moi vérifier si nous pouvons obtenir l'autorisation pour plus. Combien serait? Disposés à venir? J'ai fait un rapide calcul mental. Certaines des membres de la RFCLB avaient des problèmes de santé qui rendraient le voyage difficile. D'autres avaient des engagements familiaux. Je crois qu'au moins 5 d'entre nous. 5? D'accord. Je vais vérifier et je vous rappelle. Au final, nous avons obtenu l'autorisation pour 3, moi, Sylvie et Françoise. Le choix fut difficile, mais logique. Moi comme le visage public de la campagne, Sylvie comme la fondatrice du groupe, et Françoise avec toutes les données et statistiques qui soutenaient notre dossier. Le voyage à Paris fut une aventure en soi. Aucune de nous n'était allée dans la capitale auparavant. Le taxi de l'aéroport à l'hôtel lui-même, modeste mais propre, les bâtiments monumentaux, tout semblait sorti d'un autre monde. La nuit avant l'audience, aucune de nous n'a bien dormi. Nous avons répété nos arguments, pratiqué des réponses à d'éventuelles questions, révisé les données. C'était comme si nous nous préparions pour l'examen le plus important de nos vies, ce qui, d'une certaine manière, était vrai. L'Assemblée nationale était imposante, avec toute sa grandeur architecturale et bureaucratique. Après être passés par des détecteurs de métaux et avoir reçu nos badges de visiteuses, nous avons été guidés jusqu'à la salle
où aurait lieu l'audience. À notre surprise, la salle était déjà partiellement remplie. Représentants de la sécurité sociale, politiciens, journalistes et, pour ma joie, d'autres professeurs de différentes régions, toutes confrontées à des problèmes similaires aux nôtres. La députée Sophie nous a reçus personnellement. Elle était plus jeune que je ne l'espérais, peut-être dans la quarantaine, avec une énergie qui contrastait avec l'atmosphère généralement léthargique du Parlement. « Mesdames, c'est un honneur de vous recevoir », a-t-elle dit, serrant nos mains avec un enthousiasme sincère. « Ce que vous avez réussi à faire en vous mobilisant sans ressources, juste avec détermination, est inspirant. » Ces mots m'ont réchauffé, mais m'ont aussi rappelé l'absurdité de la situation. Nous étions félicités pour nous battre pour ce qui aurait déjà dû nous revenir de droit, pour corriger une erreur qui n'aurait jamais dû exister. L'audience a commencé formellement, avec la députée expliquant le but, discuter des défaillances systémiques de la sécurité sociale qui affectaient spécifiquement les enseignants, en se concentrant sur le problème spécifique des données perdues après la municipalisation ou l'étatisation des écoles. Les représentants de la sécurité sociale ont parlé en premier. Comme prévu, ils ont utilisé un langage technique et distant, parlant de défis dans la migration des données et de limitations systémiques héritées des gestions antérieures. C'était la bureaucratie dans sa forme la plus pure, transformant des erreurs réelles qui affectaient des vies réelles en abstractions impersonnelles. Quand est venu notre tour, Sylvie a commencé par un bref historique de notre groupe. Françoise a présenté les données, impressionnamment organisées en graphiques, qui montraient clairement le schéma des défaillances. Et puis, ce fut mon tour. Je me suis levé, j'ai ajusté mes lunettes et j'ai regardé la salle pleine de gens dont les décisions affecteraient non seulement moi, mais des milliers d'enseignants dans une situation similaire. Mon nom est Marie Dubois. J'ai travaillé pendant 35 ans comme professeur de mathématiques. J'ai enseigné à des générations d'élèves, dont certains sont aujourd'hui médecins, ingénieurs, avocats. Certains travaillent peut-être même ici au Parlement. J'ai fait une pause, laissant mes mots être absorbés. Pendant 35 ans, j'ai suivi toutes les règles. J'ai payé toutes mes cotisations. J'ai rempli tous les formulaires. J'ai respecté tous les délais. J'ai fait tout ce qu'on m'a demandé. Une autre pause. La salle était dans un silence complet. Et quand est arrivé le moment de recevoir ce qui m'était dû de droit, pas une faveur, pas une concession, mais un droit, j'ai découvert que 5 années de ma cotisation avaient simplement disparu du système. Ma voix a commencé à trembler légèrement, non par nervosité, mais par une indignation qui, même après des mois, brûlait encore comme du feu. On m'a dit d'attendre, de faire des recours, d'accepter que, à cause d'une erreur que je n'ai pas commise, je pourrais passer jusqu'à 14 mois, plus d'1 an de ma vie, sans recevoir ce que j'ai travaillé des décennies pour obtenir. J'ai regardé directement les représentants de la sécurité sociale. Et je ne suis pas la seule. Nous sommes 28 dans notre ville, des centaines dans tout le pays. Des professeurs, principalement des femmes, notez bien, qui ont consacré leur vie à l'éducation de ce pays et qui maintenant, au moment de se reposer, sont traités comme si elles étaient des inconvénients. Comme si nos années de service valaient moins que la limitation systémique que vous avez mentionnée. La salle continuait d'être silencieuse. Certains des députés présents semblaient sincèrement touchés. D'autres, plus cyniques, vérifiaient leur téléphone discrètement. Les représentants de la sécurité sociale gardaient des expressions neutres, entraînées par des années d'audience similaires. Nous ne demandons pas de faveur. Nous exigeons la justice. Nous exigeons le respect. Nous exigeons que le système, créé pour nous servir et non l'inverse, fonctionne comme il le devrait. J'ai terminé mon discours et me suis rassis, ressentant un mélange de soulagement et d'anxiété. Avais-je dit tout ce qu'il fallait dire? Avais-je été assez clair? Avais-je transmis l'urgence, l'injustice, la nécessité d'une action immédiate? Les questions qui ont suivi indiquaient que oui. Des députés de différents partis politiques, certains qui n'auraient jamais imaginé être d'accord les uns avec les autres, ont manifesté leur soutien à notre cause. La députée Sophie a proposé la création d'un groupe de travail spécifique pour résoudre le problème au niveau national. Les représentants de la sécurité sociale, sous pression, se sont engagés à mettre en place une force opérationnelle pour examiner les cas similaires et accélérer le paiement provisoire pendant que les dossiers étaient analysés définitivement. À la fin de l'audience, Sylvie, Françoise et moi nous sommes regardés, un peu incrédules face aux résultats. Avions-nous vraiment réussi?
Avions-nous fait bouger la gigantesque machine bureaucratique? Le lendemain, avant de rentrer à la maison, nous avons reçu un appel téléphonique de la députée Sophie. Elle voulait nous rencontrer pour un café avant notre départ. Au café, elle a été directe. « Mesdames, ce que vous avez fait est extraordinaire. Vous avez réussi à attirer l'attention sur un problème qui affecte des milliers de personnes et maintenant, nous avons un engagement public de le résoudre. Nous avons remercié, bien sûr, mais j'avais encore une question. Et combien de temps avant de voir des résultats concrets? » La députée a souri, pas un sourire politique, mais un vrai. La force opérationnelle a commencé à travailler hier même, après l'audience. Les premiers paiements provisoires pour des cas comme les vôtres devraient commencer dans 2 semaines. 2 semaines, pas 14 mois, pas 6 mois, mais 2 semaines. Et le plus important, a-t-elle poursuivi, vous avez créé un précédent. Vous avez montré qu'il est possible de se battre contre la bureaucratie et de gagner. Que les dames aux cheveux gris ne sont pas invisibles, ne sont pas jetables, ne sont pas faciles à tromper ou à embrouiller. Sylvie, toujours la plus réservée d'entre nous, avait les larmes aux yeux. Françoise, normalement concentrée sur les données et les faits, souriait ouvertement. Et moi, je ressentais un mélange d'émotions difficiles à décrire. Du soulagement, bien sûr, de la fierté sans aucun doute, mais aussi une pointe de tristesse qu'il ait fallu tant d'efforts pour obtenir ce qui aurait dû être automatique. Nous sommes rentrés à la maison en héroïne. Les autres membres de la RFCLB nous ont accueillis à l'aéroport avec des fleurs et des pancartes. La presse locale était là. C'était surréaliste. Dans les semaines qui ont suivi, comme promis, les paiements provisoires ont commencé à être libérés. D'abord pour les 28 de notre ville, puis pour des cas similaires dans tout le pays. La force opérationnelle fonctionnait vraiment. 1 an après ma visite initiale à la banque, là où tout a commencé, j'ai reçu la notification officielle. Mon dossier avait été résolu définitivement. Les 5 années perdues avaient été officiellement reconnues. Ma retraite était régularisée. Mais quelque chose avait changé en moi. Je ne pouvais pas simplement reprendre la vie que j'avais planifiée avant tout cela. Pas après avoir vu combien de personnes étaient confrontées à des problèmes similaires. Pas après avoir réalisé le pouvoir que nous avions quand nous nous unissions. La RFCLB, retraitée contre la bureaucratie, ne s'est pas arrêtée avec la résolution de nos dossiers. Au contraire, elle s'est étendue. Nous avons commencé à aider les enseignants avec d'autres problèmes de sécurité sociale, puis d'autres fonctionnaires. Notre connaissance accumulée, notre expérience de lutte est devenue une ressource précieuse. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, la RFCLB est une organisation reconnue nationalement. Nous avons des sections dans 12 régions. Nous offrons des consultations gratuites aux retraités confrontés à des problèmes bureaucratiques. Nous participons régulièrement à des audiences publiques. Nous sommes invités à donner des conférences sur les droits à la retraite. Et moi, eh bien, je n'aurais jamais imaginé qu'à 68 ans, je serais plus active que pendant toute ma vie professionnelle. Je n'aurais jamais imaginé que mes cheveux gris, au lieu de me rendre invisible comme la société fait souvent avec les femmes, plus âgées, deviendraient un symbole de résistance. Parfois, quand je visite la banque où tout a commencé, je croise ce premier guichetier, le jeune homme qui a à peine levé les yeux pour me regarder. Il me reconnaît maintenant. Tout le monde me reconnaît. Je ne suis plus seulement Marie Dubois, la professeure retraitée. Je suis Marie Dubois, la femme qui n'a pas accepté d'être ignorée. La femme qui, avec 27 autres guerrières aux cheveux gris, a montré que l'âge vient avec la sagesse, avec la force, et parfois avec une indignation justifiée qui peut déplacer des montagnes. Ou, dans notre cas, qui peut faire fonctionner la bureaucratie comme elle le devrait. Et pour vous toutes qui m'écoutez maintenant, rappelez-vous, il n'est jamais trop tard pour se battre. Il n'est jamais trop tard pour dire « non, ce n'est pas juste » ou « non, je ne vais pas simplement accepter ». Parce qu'au bout du compte, le changement ne vient pas de grands héros ou de leaders lointains. Il vient de gens ordinaires qui décident qu'ils en ont eu assez. Des gens comme moi, comme Sylvie, comme Françoise. Des gens comme vous. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous regardera et ne verra qu'une vieille dame, rappelez-vous, derrière ses rides et ses cheveux gris existe une guerrière. Et les guerrières, ma chère, ne prennent jamais leur retraite.